Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, vous le savez, comme chaque vendredi dans votre rendez-vous. Ça fait débat maintenant, mais désormais, vous êtes de plus en plus à nous regarder. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis, vous êtes de plus en plus aussi à réagir à l'actualité. Merci à tous ceux et celles qui réagissent en temps réel sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF Débat. Allez, Ça fait débat, comme son nom l'indique, une émission de débat, d'actualité, de décryptage et de polémique. Peut-être allons-nous polémiquer ce soir, ici même dans Ça fait débat, et ça va commenter. Au sommaire de cette émission, l'actu qui a secoué la semaine, eh bien, le Mali est englué dans une grave crise. La conférence des donateurs à Bruxelles s'est engagée à réunir 3 milliards d'euros pour redresser le pays. Est-ce utopique? On en parle. Comment garantir que les aides aboutissent? Ça fait débat ici même. Crise politique au Maroc. Hamid Chabat aura-t-il gain de cause? Le roi Mohamed VI exhorte Hamid Chabat et ses ministres à rester au gouvernement. Est-ce un coup de bluff, messieurs, ou une réelle détermination? On en parle. La Tunisie, eh bien, visite de Laurent Fabius en Tunisie, une opération séduction, c'est la question qu'on pose. 2 jeunes se sont immolés devant un poste de police, le pays toujours en révolution, c'est la question qu'on pose. Et enfin, le Festival de Cannes a ouvert la séance il y a à peine quelques jours. Et bien nous, on va parler de Nollywood, un pôle d'attractivité et de créativité en Afrique. C'est la 2e puissance cinématographique au monde, devant Hollywood et derrière Bollywood, avec 2000 films produits par an. Pourquoi est-il encore méconnu? Et notre invité, eh bien ce soir, Gassanji, la voici, la voilà, c'est notre invitée. On la reçoit et c'est une artiste d'origine congolaise. Elle est engagée et on parlera de son album. C'est son premier. Regardez, surveillez ça de très près, puisque tout à l'heure, on va beaucoup apprendre sur à la fois l'album et puis sur cet artiste très engagé. Allez, ça fait débat. Vous le savez maintenant, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Bonjour messieurs, et bien pour débattre, pour commenter l'actualité, pour réagir à l'actualité, pour polémiquer autour de l'actualité, monsieur Louis Kemayu, bonjour. Bonjour Adil. Comment ça va? Très bien. Toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés dans Ça fait débat. Plaisir partagé. Tout va bien jusqu'ici? En face de vous, Louis, attention, Aziz Seni, il est engagé d'abord politiquement puisqu'il est candidat à l'élection municipale à Creil en Picardie. C'est bien cela? C'est ça. Et vous êtes entrepreneur? Entrepreneur, toujours. Candidat pourquoi? Candidat pour l'UDI, candidat pour relever la 8e ville la plus pauvre de France, candidat pour amener oh de là, l'emploi. sacré défi, hein? Sacré défi, oui. Un sacré chantier vous attend là, hein? C'est le cas de le dire. Ouais. C'est le cas de le dire. Donc beaucoup de choses vous attendent à Creil? Un vrai challenge. J'espère qu'on vous retrouvera sur le terrain avec nous, Adil. Bah écoutez, avec plaisir, j'y serai absolument. Et à ses côtés, on a Akli Melouli. On le nomme un peu la grande gueule. C'est bien ça, non? Ou peut-être c'est trivial de ma part de vous présenter comme ça? Je ne sais pas si c'est trivial, mais je ne sais pas si je suis une grande gueule, mais en tous les cas, j'essaie de dire le fond de ma pensée quand il faut le dire. Il est acteur politiquement engagé au sein du Parti Socialiste et puis aussi vous êtes maire adjoint à Bonneuil. C'est cela. Absolument. Sur Marne, exactement, exactement. Heureusement qu'il y a Louis Camailleux qui présente avec vous. Hein. Exactement, heureusement, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait préciser, surtout sur Marne. Allez messieurs, ce premier sujet, vous savez que le Mali, eh bien la reconstruction du Mali mobilise beaucoup la communauté internationale, mais pour en parler, pour commenter cette actualité, ça a généré 3 milliards. Vous êtes au courant? 3 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 milliards? Eh bien, on en parle juste après ce sujet que je vous propose de regarder. Il est proposé par l'agence Afrique TV. Regardez. Ensemble pour le renouveau du Mali, c'est le thème de cette conférence pour assurer le développement économique du pays pour la période 2013-2014. L'objectif de cette rencontre s'inscrit dans une perspective de long terme. Les fonds récoltés serviront à reconstruire le pays afin de remettre en état les services de base comme l'eau, l'électricité, la santé ou les administrations. Mais pour construire la paix, le Mali a besoin d'un gouvernement légitime. Le président Diokonda Traoré a rassuré la communauté internationale en annonçant sa détermination à organiser le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet prochain. Vous savez, si ces élections sont ratées, elles vont créer encore plus de problèmes que le Mali en a connu pendant sa crise. C'est-à-dire que ça signifierait le retour à la case zéro. Et je crois que tellement d'efforts ont été consentis par les Maliens, par les amis du Mali, par l'Afrique, par l'Europe, par la communauté internationale, que nous n'avons pas le droit à l'échec.
Le prêt servira également à aider au retour de centaines de milliers de déplacés ayant fui depuis le début des affrontements. Pour les pays alliés, l'objectif de l'aide est de créer un climat propice au retrait des troupes qu'ils ont déployées sur place. Les Maliens attendent beaucoup de cette aide internationale. Quand les aides seront là, qu'il y ait une grande suivi, surtout aux jeunes du Nord, pour vraiment notre développement et développement économique puisse aller de l'avant. La France a été l'une des premières à relancer son aide publique au développement pour le Mali avec une enveloppe de 150 millions d'euros pour servir d'exemple. À l'issue de cette rencontre, l'Union européenne va apporter une aide de 520 millions d'euros. Alors justement, parlons-en, le président malien avait dit obtenir 2 milliards, espérait obtenir 2 milliards d'euros d'aide. On est bien d'accord. Puis ensuite voir se contenter de 1,6 milliard. Et puis finalement, il obtient 3 milliards, 3,25 milliards qui permettront, s'ils sont versés, de financer au moins aux 3/4 le plan pour la relance durable. À moi, ma première question, messieurs, c'est vrai que 3 milliards, c'est bien, mais est-ce utopique ? Non, c'est pas utopique. Ce dont il faut s'inquiéter, c'est... Pour redresser le pays, c'est pas utopique. Non, c'est pas utopique. Ce dont il faut s'inquiéter, en revanche, c'est la manière dont c'est donné. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une conférence de Berlin plusieurs années après. On organise une conférence sur le Mali, c'est la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Ça se passe à Bruxelles. Vous pourrez dire que je suis tatillon pour rien, mais c'est important de rassurer les gens et c'est important que ça se passe au Mali. Alors c'est une journée pour moi, historique, c'était important. Il aurait été plus important et plus significatif en termes de Est-ce que, symbole. Louis, on peut dire que c'était une journée historique ? Puisque visiblement, le président malien est satisfait. Oui, ils sont satisfaits, mais on aurait pu dire la même chose pour la Côte d'Ivoire. C'est les élections les plus chères organisées sur ces 10 dernières années. Il y avait eu beaucoup d'enthousiasme, il y a eu beaucoup d'argent également. On sait comment ça s'est terminé. Donc c'est pas utopique. Là, la question, c'est l'ingérence, parce que c'est pas utopique, mais en même temps, c'est difficile de faire l'insatisfait. C'est toujours aussi un peu... on est dans la politique, quoi. On est dans l'apparence officielle. Il faudra avoir la petite soupe pour savoir ce qui se passe derrière, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, pour organiser ces élections, ils ont un vrai problème. Il y a quand même plus de 500 000 personnes qui ont été déplacées. Et en plus, la période n'est pas propice. C'est la période où au Mali, on est dans la période des cultures, de Ramadan et des cultures, parce qu'il y a aussi le travail des gens, etc. Donc les gens, pour se déplacer, ça va être compliqué. Et moi, je dis, à mon avis, je pense que c'est un peu prématuré. Et de toute façon, pour sortir de cette crise, il faudra une solution politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies ? Moi, je dis, je ne le crois pas. Et en plus, quand on parle de 3 milliards, on a l'impression qu'on leur fait la manche. C'est pas énorme au regard des enjeux et de ce dont a besoin le Mali, parce que quand même, il faut connaître quand même ce que c'est le Mali, la grandeur, et les besoins. C'est-à-dire aujourd'hui, y compris pour déplacer les gens pour venir voter, ça va être très compliqué. Si en plus se rajoutent les 500 000 personnes, parce qu'il y a quand même des contrées qui sont assez éloignées. Et les transports, parce que la clé, je vous donne la parole à Zisseni, la clé, c'est la reconstruction des infrastructures dans les provinces du Nord, la relance durable avec un soutien spécifique pour l'agriculture et la filière coton et le développement du secteur privé, sans oublier bien sûr l'éducation et le droit des femmes. Tout ça, évidemment, enfin, transparence et bonne gouvernance qui veillerait, entre autres, à ce que chaque euro soit bien utilisé. Messieurs, ça fait quand même un énorme chantier et je ne sais pas, et l'ami justement du président malien, qui est votre ami aussi, Monsieur Hollande, bien sûr. Je ne sais pas comment... C'est votre président aussi, hein. Oui. Juste pour souligner très rapidement, il ne s'agit pas d'un don, il s'agit d'un prêt. Donc encore une fois, c'est un pays en voie de développement à qui on alourdit un petit peu le portefeuille de la dette. Ça, c'est le premier point. Il faudra rembourser tôt ou tard. D'ailleurs, il n'est pas indiqué quel est le taux auquel on prête au Mali. Ça, c'est le premier point. Le second point, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations concernant d'autres pays, grosses puissances. On a l'Algérie à côté, peut-être que elle a mis la main au portefeuille, comme on dit. Est-ce que les Américains font quelque chose ? La dette des pays africains. Donc, ce serait bien inspiré d'ailleurs que l'Europe fasse de même, qu'elle efface certaines dettes, et notamment par rapport au Mali. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, on parle d'une enveloppe de 3 milliards. Est-ce que ce n'est qu'une enveloppe financière ou est-ce que, justement, puisque la question c'est de savoir est-ce qu'on contrôle l'arrivée de ces fonds, est-ce que là, il y a de l'achat de matériel et du don ou du prêt ou de la vente de matériel qui sont inclus dans ces 3 milliards ? Parce qu'une bonne manière de contrôler le flux financier, entre guillemets, pour savoir si vraiment ça va... Vous l'avez dit à Zisseni, vous l'avez dit. Vous avez dit il faut garantir que chaque euro soit bien utilisé. Mais comment, messieurs ? Comment garantir que les aides aboutissent, justement ? C'est ce que disait François Hollande, mais il y a quelque chose de
foncièrement, mais fondamentalement vicieux dans cette démarche, c'est de dire, vous êtes de grands enfants, on va vous apprendre comment on gère les euros. Si l'Europe était si exemplaire que cela, on n'aurait ni Chypre, ni la Grèce, ni le Portugal, ni tous ces pays qui sont en difficulté dans la zone euro. Moi, il y a un truc qui me gêne là-dedans, et Louis a raison, il y a un truc qui me gêne, c'est effectivement, même nous, on se laisse tomber prendre au jeu, quand on dit il faudra qu'on vérifie qu'ils soient bien utilisés, ça veut dire que de toute façon, il y a la suspicion. Non, mais attendez, il y en a sur la corruption en Afrique, on ne va pas commencer à être il y en a en France, non mais attendez, il y en a en France, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a à Chypre. Non, attendez, il n'y en a pas partout. Arrêtez, arrêtez. Il ne faut pas dire que c'est la parlera sur le Maroc. Il faut arrêter d'infantiliser l'Afrique. Il faut aussi, à un moment donné, le problème c'est que c'est nous-mêmes. Non, attendez, l'arroseur arrosé, c'est nous qui avons créé les difficultés. Et après, non, mais attendez, il faut arrêter. Alors qu'on leur prête pas, si on leur fait pas confiance. Il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer d'infantiliser les gens. C'est le meilleur moyen de leur rendre service, c'est de les rendre responsables et de ne pas tenir des discours infantilisants. C'est ça que je veux dire. Aziz Seni, chacun un tour de rôle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a plus de corruption en Europe ou en Afrique? Il y en a partout. S'il vous plaît, Louis, attendez. Aziz Seni, ensuite Louis Comahu et Akli, s'il vous plaît. Aziz Seni, allez jusqu'au bout de votre idée. On peut aller sur des discours très bisounours, entre guillemets, en disant non, mais on va leur donner l'argent, vous inquiétez pas, ça va être bien géré, etc. On sait pertinemment qu'il y a de la corruption en Afrique, on le sait. L'affaire Wade au Sénégal, qui les a mis en place? Attendez, juste, excusez-moi. Là, c'est encore une autre question. Là, vous allez encore sur un autre champ. Vous allez sur un autre champ. Là, la question de dire, on prête 3 milliards, on veut savoir ce que vous allez faire, ce qui est légitime. Voilà. Et là, vous commencez un petit peu à dire là... Non, sans forcément... Non, je dis juste un truc, il faut arrêter d'infantiliser. À chaque fois, quand c'est ici, c'est la démocratie. D'ailleurs, c'est Louis Comahu qui a commencé à dire, oui, vous êtes de grands enfants, on va vous montrer comment on gère l'euro. On les prend pour des... Voilà, des... Parce que la vérité, c'est qu'il y a eu des études sur ces phénomènes-là de corruption et autres. Quand on évalue l'impact de la corruption, y compris en Afrique, c'est pas le continent le plus atteint, ça pèse à peine 10% de tous les flux financiers sur le continent africain. À peine 10%. Maintenant, quel est l'impact quand on achète les produits plus bas qu'ils ne le valent? Ça, j'aimerais bien qu'on évalue un jour et qu'on me dise, par exemple, quand on achète l'uranium nigérien à moins de 60% de sa valeur sur le marché international, qui est le plus en difficulté? Qui est en train d'avoir une conduite de voyou? C'est pas ceux qui détournent 10% à peine de la richesse nationale. Vous êtes en train, messieurs, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la vie politique, elle est faite de cela également. Le financement des partis politiques, en Europe, on l'a réglementé. En Afrique, on ne l'a pas encore fait. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a une marge de mauvaise conduite, mais cette marge, comme je le dis, elle a été quantifiée. Donc on ne peut pas faire comme si c'est un phénomène qui plombait ad vitam aeternam le développement du continent africain. En tout cas, très rapidement, quand on prête de l'argent, que ce soit en Afrique ou ailleurs, savoir où est-ce qu'il va et demander des comptes à celui qui a emprunté, c'est normal. Moi, non, pas le gars de droite, parce que non, mais ça c'est une caricature, parce que si ça ne tenait qu'à moi, les 3 milliards, quand vous avez quelqu'un qui est dans le besoin, le Mali, c'est pas un pays extrêmement riche, c'est pas 3 milliards qu'il faut leur prêter, c'est 3 milliards qu'il faut leur donner. Aziz, la situation aujourd'hui, Aziz, l'évidence c'est qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'un don ou d'un prêt, quand on donne de l'argent, il y a un mécanisme d'évaluation qui est mis sur pied. Et il y en a beaucoup pour l'Afrique. C'est-à-dire que sur le plan bilatéral, il y a des évaluations. Sur le plan multilatéral, il y en a. Souvent, les ministères ne passent leur temps qu'à faire des évaluations à chaque fois pour dire ce qu'ils ont fait de l'argent qu'on leur a prêté. Vous l'avez abordé tout à l'heure. Ma dernière question, avant de passer au sujet suivant, je veux parler du Maroc, s'il vous plaît. Non, justement, on va aborder la question essentielle pour que le pays puisse avancer, le Mali. Les élections de juillet vont-ils se tenir ou pas, messieurs? C'est ma question. Est-ce que c'est la solution? Si la solution n'était que les élections, ma foi, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de problème. En partie. Non, c'est une petite étape. Une petite étape qui va poser un cadre. Donc, pour moi, c'est l'agenda déjà des élections qui pose un problème. Voilà, est-ce qu'il était urgent de faire une présidentielle maintenant, alors que le pays n'a pas encore recouvré non, c'est même pas ça. C'est pire encore. Toute la souveraineté n'est pas exercée. On n'exerce pas la souveraineté partout. Est-ce qu'il ne valait pas mieux commencer par des législatives, par les élections locales? Une fois qu'on a assis le pouvoir local, on monte au national. C'est légitime comme monter en puissance. On voit bien pour celles et ceux qui nous regardent ce soir dans Ça fait débat. Vous pouvez d'ailleurs, je vous invite à réagir et à commenter cette actualité. N'hésitez pas surtout sur la page Facebook, Ça fait débat, et puis sur Twitter, CF débat. Je vous en remercie. Donc vous pouvez poursuivre et commenter le premier sujet concernant le Mali. Messieurs, on va passer à ce second sujet. Je veux parler du Maroc, qui lui aussi traverse une crise politique.
Eh oui, messieurs. Hamid Chabat aura-t-il gain de cause? Mais avant, attendez, juste avant, messieurs, le roi du Maroc n'est pas d'accord avec la décision prise par l'Istiklal de quitter la coalition gouvernementale dans laquelle le PJD est majoritaire. Mohamed VI exhorte Hamid Chabat et ses ministres à rester au gouvernement. Alors, messieurs, ma première question pour lancer le débat, parce que je sais que ça va polémiquer, je le sais. Coup de bluff ou réelle détermination? Juste un mot. Avant de commencer que revêt le débat, cette annonce, messieurs? Je vais revenir, mais avant le débat, moi je ne comprends pas qu'on puisse annoncer crise politique au Maroc. Quand Bayrou s'agitait dans le gouvernement précédent, déjà, etc., tout le monde disait c'est la démocratie. Et dès qu'il s'agit du Sud et qu'il y a effectivement débat démocratique, on dit c'est la crise. Il n'y a pas de crise politique au Maroc. Il y a une vie politique avec des soubresauts, des hauts et des bas, comme on en connaît dans toutes les villes de la politique. Alors déjà, c'est exactement la même chose tout à l'heure. La suspicion d'entrée de jeu qu'on serait infantilisé et pas capable. Que veut dire je vais y venir. Alors après, je vais laisser parler le truc et je vais pas accaparer la parole, mais je vais revenir et je vais expliquer aussi une autre façon de voir les choses. Parce qu'il faut arrêter d'infantiliser le Sud. Je crois que nous sommes dans un débat démocratique. Dans toutes les démocraties, il y a des coalitions qui se font, qui se défont. Et le rôle du roi du Maroc, il l'exhorte, c'est son rôle. Il est le garant des institutions. Donc il exhorte la coalition à continuer à fonctionner. C'est sa responsabilité. Maintenant, après, effectivement, s'ouvrent d'autres choses. Mais on va y venir. Alors, à quoi joue Hamid Chabat? À quoi joue Hamid Chabat? Je pense que ça peut arriver dans tous les pays démocratiques. C'est-à-dire que vous avez une coalition, vous avez un parti qui pèse, qui se dit à un moment, je n'ai plus ma place pour des raisons X, Y, Z, et son départ peut provoquer effectivement dans ce cas-là des législatives partielles. Et les cartes seront redistribuées. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ces cartes ce qu'elles vont donner. Est-ce que le PJD, suite à des élections qui peuvent avoir lieu, va prendre du poids? C'est un parti conservateur, fort. Est-ce qu'il va prendre en volume? Est-ce qu'il va prendre en poids et mettre en difficulté quelque part les intérêts des uns et des autres? Donc la question, elle est là. Est-ce que c'est une crise? Oui, mais comme il peut en exister, vous savez, en ce moment en France, on parle de remaniement, c'est une petite crise aussi. C'est une crise aussi. Voilà, une crise. Donc c'est la vie politique. Je pose la question, à quoi joue? Bien sûr, je vous donne la parole ensuite après avec les lui. À quoi joue Hamid Chabat? Un jeu politique normal. C'est-à-dire que quand on est dans une coalition politique et qu'on a l'impression que les opinions que l'on a apportées dans cette coalition ne sont plus suffisamment valorisées, on peut créer une situation comme celle-là dans laquelle on dit, si vous pensez que je ne pèse rien, alors allons devant le peuple. Le peuple va trancher. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe. Donc, on ne peut que le saluer. Attendez, mais avant d'aller plus loin, on peut le saluer, mais qui est Hamid Chabat? C'est pas le perdreau de l'année. C'est un gars qui était maire de Fès depuis très longtemps, qui était secrétaire général du syndicat, du GMT, le syndicat d'Istiklal, donc à la maîtrise des dérouages, etc. Et puis, il connaît très bien la machine. Il est le nouveau secrétaire général de l'Istiklal. Il est en désaccord avec l'ancien. Et ceux qui le soutiennent, ce sont les opposants de l'ancien. Et les 4 ministres qui sont actuellement au gouvernement sont des ministres qui sont de l'ancien secrétaire général. Et donc, c'est aussi une stratégie, peut-être, pour faire démissionner ces ministres pour en mettre d'autres. Parce que, et au passage, comme il connaît bien les systèmes et tout ça, négocier un rapport de force qui va le mettre en position favorable. Mais aujourd'hui, je crois que de toute façon, le roi du Maroc a raison, lui, d'exhorter, parce que c'est son rôle donc de sauver la coalition. Il exhorte. Bien sûr, c'est son rôle, c'est sa responsabilité. Moi, j'ai le sentiment mais maintenant, il faut négocier, et s'ils veulent sortir, des coalitions, elles se font, elles se défont, il pourrait y en avoir d'autres demain. Donc, réelle détermination. Je pense que le message et la demande de Mohamed VI risquent d'être entendus. Est-ce qu'il va trancher? Est-ce qu'à un moment, le roi Mohamed VI va trancher? Est-ce qu'il va dire, ok, je tranche? C'est pas son rôle de trancher. Son rôle, c'est de veiller, d'apaiser et de garantir le bon déroulement de ces institutions. C'est son rôle. On ne peut pas lui reprocher pour une fois que les gens remplissent le truc. Et éviter justement que l'on tombe dans cette crise politique. Voilà. Et parce que pour que le roi intervienne, ça veut dire qu'il fait de l'ingérence. Et il y a l'autre, il y a le PJD aussi. Donc c'est une négociation entre eux. Le roi va être l'arbitre de cette négociation, mais en aucun cas il va effectivement son rôle, lui, son rôle, c'est d'inciter. Mais je le répète, moi je crois que après, maintenant ils sont embarqués. Des fois, vous savez, quand on joue au poker menteur, on peut être pris par son propre jeu. Donc je connais pas l'incidence demain, mais en tous les cas, moi aujourd'hui, je crois que on est aujourd'hui, peut-être qu'Hamid Chabat poursuit un objectif, c'est de faire démissionner ces 4 ministres avec lesquels il ne doit pas être en accord, puisque c'était choisi par les autres, et qui va en mettre 4 autres à lui. Et si au passage il peut en gagner un 5e ou des sièges, il va pas se priver. Je pense que c'est un peu ça. En d'autres termes, il fait monter les enchères. Alors il fait monter les enchères, mais attendez, je veux quand même poser, pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, on aimerait comprendre, s'il vous plaît, que veut dire Louis Quemaillou, que veut dire cette annonce?
Non, mais ça dit simplement que... On vous aimerait comprendre quand même. Hein. Non, de mon point de vue, cela exprime juste une chose, c'est qu'il y a une vitalité politique. Il y a vraiment de la place pour dire, si ça se passe mal, on n'a pas besoin de se taper. On a vu des scènes, y compris en France, où à l'Assemblée nationale, on en venait aux mains. Si là, on n'en vient pas aux mains et qu'on se réfère au peuple pour que les idées prévalent et que le parti gagne en légitimité politique, ma foi, je ne peux que me réjouir. Hein. Alors dites-moi, est-ce que Hamid Chabat, il n'est pas en train de jouer tout simplement sa dernière carte, messieurs? Mais il vient d'arriver. Il joue pas sa carte. Il est en train d'asseoir sa légitimité aussi au passage. Il vient d'être élu secrétaire général de l'Istiqlal. Donc il est en train d'essayer aussi d'asseoir sa légitimité. Et apparemment, moi je pense, après, je suis pas dans les secrets des dieux, et c'est qu'effectivement, il veut prendre la main sur le sujet. Dans les deux cas, je pense qu'il a pesé l'engagement, c'est-à-dire que s'il sort du gouvernement, à mon avis, il sait un petit peu, grosso modo, ce qu'il pèse sur le terrain et dans les urnes. Donc, à mon avis, il a déjà anticipé. Et s'il y reste, il aura affirmé qu'il est vraiment de poids. On l'aura reconnu vraiment comme ayant sa place au sein de cette coalition. Donc, la relation, elle sera un peu plus difficile. Il bénéficie aussi que d'autres partis démocratiques au Maroc refusent de rentrer dans cette coalition. Tant que ce sera le PG qui dirige, il refuse d'y rentrer. Donc lui, il sait que ces partis-là, comme le Parti Travail, c'est d'autres qui ne veulent pas y rentrer. Donc lui, il se sent en position de force. Mais attention, vous savez, quand on est dans un jeu, quand on a l'avantage de l'échec, quand on s'aveugle et qu'on ne saisit pas l'avantage et qu'on essaie de trop le pousser, parfois c'est l'arroseur arrosé. Donc l'histoire nous dira, mais je pense que... et puis comme c'est quelqu'un d'avisé, il ne serait pas resté... Je vous garantis, c'est pas la volette. Voilà, il serait pas resté aussi longtemps maire de Fès. Il saura à quel moment il faudra reculer et négocier. De la même façon, vraiment, tous celles et ceux qui nous regardent ce soir, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à réagir et à commenter l'actualité, j'en suis réjoui. Vous pouvez le faire sur la page Facebook Ça fait débat ou sur Twitter CF Débat. Merci à vous tous. On passe à ce troisième sujet. Vous savez, Laurent Fabius, en Tunisie, il y a quelques jours, mardi précisément, il s'est rendu en Tunisie pour évoquer la transition démocratique. Alors, le chef de la diplomatie française a évidemment rencontré les principaux responsables politiques pour parler... Je veux parler de la transition démocratique, et puis sa visite vise aussi à préparer le voyage de votre ami François Hollande, absolument, qui arrive. De notre président, qui est prévu, bien sûr, absolument, qui est prévu pour juillet. Le voyage de l'an 2, pour reprendre exactement. Alors, opération séduction, messieurs, ou pas du tout? Première question, parce que envoyer le chef de la diplomatie pour préparer l'arrivée de François Hollande, et puis aussi pour parler de cette transition, bon, si c'est pas de la séduction... Il faut m'expliquer comment. Ce qui est certain, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qui s'est fait au Sénégal avec ce fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, sur lequel François Hollande tenait vraiment à marquer sa différence. Là également, on se rend compte que ça participe un peu de ce jeu-là, de dire les autres ont été mauvais sur le début du printemps arabe. Nous, on accompagne tous ceux qui ont fait le succès de cette révolution arabe, et donc notamment la Tunisie, qui en a été le point de départ. Mais l'aspect qui me dérange dans cette démarche, c'est que la Tunisie est l'un des rares pays du Maghreb à avoir réussi sa révolution et à l'avoir réussi seul, en endogène. Tout est parti de l'intérieur, tout continue d'être géré de l'intérieur. Mais quand on vient donner des leçons... Louis, quand vous dites ça, vous croyez à ce que vous dites ou... Non, je le crois vraiment. Ça ne peut pas venir que de l'intérieur. Non, c'est impossible. Je le crois vraiment parce qu'aujourd'hui, on n'a pas... Il faut que les Occidentaux qui soutenaient le truc le lâchent. Il faut que des messages soient donnés. Sinon, on ment à nos auditeurs. Une révolution de l'intérieur ne se fait pas toute seule. Les téléspectateurs, ce que je veux dire, c'est qu'à la différence de la Libye, à la différence des autres pays qui ont connu le printemps arabe et où on a vu l'Égypte, où on a vu des interventions extérieures clairement affichées en Tunisie. Mais elles ont plusieurs formes. Louis, vous êtes bien d'accord avec moi que les interventions peuvent avoir différentes formes. Heureusement que là, le degré, il est faible. Quand il y a eu, par exemple, l'Algérie, qu'on connaît les trucs, parce que la guerre d'indépendance a été possible, parce que les Américains, à l'époque, Kennedy a dit, il est normal que l'Algérie devienne indépendante. Donc c'est des messages aussi politiques, parce que c'est aussi politiquement qu'on distribue des messages pour encourager le peuple à y aller ou pas y aller. Je suis d'accord. C'est comme ça. C'est-à-dire que dans le contexte de la guerre froide, s'il faut remonter jusque-là, la vérité est que pour les indépendances africaines de 1960, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas un fruit mûr qui tombe tout seul. C'est qu'il y a à la fois le bloc de l'Est. Permettez-moi de dire quand même tout de même, Louis. Alors, visible. Oui, mais je veux bien. Attendez, messieurs. Vous êtes dans une émission qui s'appelle un peu Ça fait débat. Et là, j'ai pas l'impression, j'ai pas le sentiment que ça fait débat. Je vais vous expliquer les raisons. C'est parce que vous êtes en train de me vendre quelque chose. Oui, on veut accompagner la Tunisie. Oui, la Tunisie est l'un des pays, etc. Mais vous ne
répondez pas à mes questions. Non, je suis pas en train. Non, absolument pas. Non, pardonnez-moi, messieurs. Je suis pas en train de vendre. Je suis simplement en train d'essayer de décrypter, s'il vous plaît, la chose politique. Crainte des accusations d'ingérence, par exemple, monsieur Haklin. Non, la crainte des accusations d'ingérence. Première question, d'accord? Relation parfois un peu tendue entre Tunis et Paris. Ça, vous en avez pas parlé, messieurs. Je veux dire, Adil, qu'est-ce qu'il y a de choquant à ce que, dans toute démocratie, que le ministre des Affaires étrangères prépare le déplacement du président? Ça a fonctionné dans un truc. Mais je viens, attendez. Tant qu'il ne se contente que de préparer, tant qu'il ne se contente que de faire, ça va. Je viens de vous poser la question. Dans les institutions, comment elles fonctionnent. Ensuite, une crainte d'accusation d'ingérence. Puisqu'on le sait, les relations sont tendues, messieurs. Et arrêtons de se mentir. Arrêtons de se mentir, messieurs. La tension est tendue entre Paris et Tunis. Vous le savez. Entre je vous aide et je fais de l'ingérence, elle est toujours ne fais pas, je vous ai compris, parce que c'est très limite. Là. Entre la France vous accompagne et la France prend les décisions à votre place, entre la France vous donne des conseils et la France dirige à votre place, la frontière est toujours limite. Très mince. Donc, actuellement, vous avez une Tunisie qui est instable, elle n'est pas structurée d'un point de vue politique. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des craintes de structurer. Elle est en train de totalement structurée. Donc vous êtes en train de nous dire, avec l'arrivée de François Hollande, elle devrait connaître un nouvel essor. Non, il faut espérer que l'attitude française de M. Fabius, de M. Hollande, soit une attitude positive et laisse un petit peu les Tunisiens prendre leurs propres décisions. Qu'il y ait des gens qui se méfient, parce que ne soyons pas encore, excusez-moi, je vais me répéter dans cette émission, bisounours, la France et M. Fabius et M. Hollande ne font pas ça de gaieté de cœur, de bon cœur. Il y a un intérêt fondamental pour la France d'avoir... Alors, il faut y venir sur le régime, messieurs. On ne peut pas dire ça, c'est comme en politique. Il faut arrêter de mettre la suspicion et de tout confondre. C'est-à-dire que l'intérêt général, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, il y est. Et l'intérêt général, il y est aussi. Il faut savoir ce qu'on privilégie d'abord, si c'est au sens des valeurs. Alors la question, c'est de savoir quel discours on va tenir à Tunis, parce que si on les accompagne, après, effectivement, bien sûr que chaque pays cherche à se développer économiquement, à avoir des rapports bilatéraux, à avoir un truc. C'est ce que je voulais dire, vous êtes entendre dire. Non, mais c'est ce que je te dis. Il y a des intérêts. Mais il y a des intérêts tout le temps. Sinon, même quand on développe une ville, sinon on n'avance pas. C'est pas sur la main sur le cœur, Hollande vient et Louis Camaillou, je vous pose la question, s'il vous plaît. Alors, les tensions persistent, et vous le savez, entre Monsieur Haklin Melouli. Les tensions persistent entre libéraux et islamistes. Tout à fait. La Tunisie est-elle plongée dans un marasme à la fois économique et social ? Avec cette tension que je viens de citer. Elle n'a pas beaucoup de levier, en tous les cas. Oui, parce que ce qui est certain, c'est qu'avec le printemps arabe, dont la Tunisie n'est pas encore sortie... Et rappelons quand même, deux jeunes se sont immolés devant un poste de police. Oui, tout a commencé de la même manière. Absolument, ça soulève encore et ça nous interroge pour la source de revenus de la Tunisie, parce que c'est... Il n'a pas fini, je laisse juste Louis Camaillou finir et je vous donne la parole. Louis. Ce qui est certain, c'est que tant que la machine économique ne reprendra pas, les tensions sociales et politiques vont persister. Ça, c'est évident. La meilleure aide que l'on peut apporter à la Tunisie aujourd'hui, c'est d'accompagner son commerce extérieur. C'est de l'aider à reconquérir la place qui a été la sienne, à la fois sur le plan du soft power, avec les logiciels, parce que sur le plan bancaire et de la gestion des bourses, Tunis a quand même énormément rayonné en Afrique subsaharienne. Sur le plan... Énormément. Elle en sort beaucoup, c'est une belle plaque tournante. En termes de soft power, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut accompagner. Maintenant, sur le plan du commerce extérieur, il faut que la Tunisie redevienne attractive. Son tourisme doit reprendre. Son industrie textile doit reprendre. C'est une de ces trucs. Et aujourd'hui, les infrastructures telles qu'elles sont mises et les difficultés ne sont pas au rendez-vous. Donc il faut les accompagner pour reprendre une certaine stabilité, pour que le tourisme, qui est une des mannes, je ne reprends pas ce qu'a dit lui, mais le tourisme, qui est une des mannes principales de financement de la Tunisie, reparte. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et je pense que, moi, le discours, effectivement, il est important que Hollande marque aussi sa différence avec son prédécesseur. C'est aussi ça le politique. On l'a élu aussi pour marquer une certaine différence. On l'a élu sur un programme. Donc je pense qu'effectivement, avec l'Afrique, il faudra sortir du paternalisme. Il faut marquer une différence. C'est pas encore le cas. Je le regrette. Et j'espère qu'Hollande ira beaucoup plus loin. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Hollande, j'espère un acte fort qui, à mon avis, pourrait aussi donner un signal fort. C'est qu'il arrive avec une volonté d'investissement. Ce sera aussi un message de dire, voilà, je crois en cette situation politique en Tunisie, je crois qu'elle est suffisamment stable pour qu'on puisse y faire des affaires, relancer le tourisme, etc. Ça, ce serait un geste fort. Affaire à suivre, puisque de toute façon, évidemment, bien sûr, comme l'a annoncé Laurent Fabius, le chef de l'État, donc français, François Hollande, se déplace juillet prochain en Tunisie. Messieurs, vous avez pendant les vacances, absolument. C'est le Ramadan. Vous suivez un petit peu le festival de Cannes, messieurs, ou pas du tout ?
On suit, bien sûr. Paillettes et showbiz. Moi, j'ai vu un peu de légèreté. J'ai vu une pluie de stars, que dis-je, un torrent de stars déferler à Cannes, ça m'a impressionné. Des trompes d'eau. Effectivement, il a raison. J'ai vu des marches, mais pas celle de Cannes. Pas celle de Cannes, celle de l'escalier social. De l'escalier social. Ah oui, c'est vrai, rappelons votre bouquin. Il faut savoir qu'il avait l'ascenseur en panne, le pauvre garçon. Allez, il l'aurait réparé, en fait, depuis je vous le rappelle, tout à l'heure, en deuxième de partie de l'émission, on reçoit notre invitée. Elle s'intitule Gassanji. C'est une artiste engagée. Alors, à ne pas manquer tout à l'heure, c'est dans une poignée de minutes. Avant cela, nous allons parler de Nigeria, Nollywood. Hollywood, Bollywood, et puis maintenant, Nollywood. Mais avant tout, avant de commenter et de réagir à cette actualité, je vous propose de regarder ce sujet proposé par l'agence Afrique TV. C'est aux abords du canal Saint-Martin, au comptoir général, que Léa et Edouard, deux jeunes journalistes en herbe, ont présenté Nollywood, l'âge de raison. Un projet de documentaire sur l'industrie cinématographique nigérienne. À travers notre projet de reportage qu'on a intitulé pour l'instant Nollywood, l'âge de raison, on souhaite principalement s'intéresser et se concentrer sur le nouveau Nollywood. Il y a de nombreux documentaires qui ont été faits sur l'ancien Nollywood, si je puis dire, le classique, celui qui était pas très bien fait, des années 80, vite monté, vite préparé, vite distribué. Et aujourd'hui, il y a un nouveau Nollywood qui naît, qui tend plus à se développer à l'international. Nombreux sont venus soutenir cette initiative. Parmi eux, des noms connus du cinéma africain. Alors, si vous voulez, moi je reste surpris qu'un phénomène de l'ampleur de Nollywood, qui est quand même devenu un cinéma d'une toute première importance, qui captive chaque jour des centaines de millions de personnes, j'ai toujours été surpris que ce cinéma soit aussi peu connu hors de l'Afrique. Une industrie qui n'a plus vraiment de points faibles, si ce n'est la reconnaissance. Donc les points faibles, je ne sais pas, je n'en vois pas vraiment. Je pense que le cinéma de Nollywood est sur la bonne voie pour prendre vraiment d'assaut le monde d'ici quelques temps. C'est vraiment qu'une question de temps pour que cette industrie soit acceptée à sa juste valeur. Avec plus de 2000 films par an et 300 000 emplois directs, Nollywood est devenu aujourd'hui un pôle d'attractivité et de créativité pour toute l'Afrique. Ils l'ont bien souligné, une vraie reconnaissance qu'il faut avoir là maintenant avec 2000 films produits par an. Pourquoi est-il encore méconnu, Nollywood? C'est vrai, d'ailleurs, c'est l'année de Bollywood dans le cadre du Festival de Cannes. D'accord? Est-ce qu'on peut imaginer, je vous laisserai répondre à la question, est-ce qu'on peut imaginer, dans le cadre du Festival de Cannes, je ne sais pas, la saison prochaine par exemple, ou dans 2 ans, 3 ans, l'année de Nollywood? Tout est envisageable, mais ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est que on est quand même dans l'un des rares continents qui cherche sa reconnaissance en permanence à l'extérieur. Bollywood n'a pas commencé en ayant une ascension en Afrique ou aux États-Unis. C'est d'abord un marché intérieur. Rappelez-vous, quand on lance la promotion d'un film, si Nollywood a réussi au Nigeria, c'est qu'il y a un public en interne qui a permis l'éclosion de ce phénomène-là. Aujourd'hui, l'Afrique... C'est vrai. Les sujets qui sont traités sont des sujets internes de société qui concernent, qui parlent aux gens. Voilà. Alors, et vous avez un marché intérieur, c'est-à-dire c'est plus de 150 millions de personnes. Moi, je m'intéresse au cinéma et j'aime beaucoup le cinéma. Ma première question, messieurs, c'est Nollywood. Est-ce que c'est plutôt proche de Bollywood ou Hollywood? Non, Nollywood est proche de Nollywood. Tout simplement. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question qu'on se pose en permanence. C'est une spécificité africaine, j'ai l'impression. D'abord, c'est intéressant de voir la terminologie Nollywood, le wood renvoyant à Hollywood, et Hollywood n'est pas manifestement la première place de production de films, mais peut-être celle qui a le plus d'influence. Donc, pour reprendre ce qui a été dit, moi je pense que d'abord, il y a un marché intérieur, qui est la production de films reste un business, donc il y a des clients sur ce marché qui demandent et qui attendent quelque chose. Et peut-être ils sont quand même... Alors, il y a juste quelques chiffres quand même, né en 1992 d'une poignée de films en vidéocassette. Tourné en... Voilà. Absolument, en cassette. La production Lagos a pris son envol dans les années 2000. Et là, dans les années 2000, il faut le savoir, passant de 600 films à plus de 2000 films mis sur le marché en 2012. Oui. Donc ça fait de cela le premier producteur. Voilà, et c'est 5%, quand même de l'économie, ça représente 5%. C'est le deuxième puissance cinématographique au monde. C'est le seul pays qui a autant de budget, qui a un budget aussi important par rapport au cinéma. Mais il y a un autre élément, c'est quand même aussi des productions. Deuxième industrie mondiale cinématographique. Et il y a aussi un truc important qui disait, c'est effectivement, alors au Nigeria, il y a de différentes ethnies, donc ce qui fait que quand on parle de culture locale, ça parle aussi aux pays environnants. Bien sûr. Ça c'est important puisque c'est aussi ça rayonne. Donc ça rayonne
bien sur l'Afrique. Mais aujourd'hui aussi les productions, et vous savez aujourd'hui le cinéma mondial, les Américains ont la suprématie comme ils l'ont eu sur d'autres choses. C'est vrai que c'est moins, donc c'est pour ça qu'il y a une ouverture pour Bollywood et il y aura demain une ouverture pour Hollywood, j'y crois fortement. Mais il faut savoir aussi quand même qu'aujourd'hui le cinéma, s'il n'y a pas du sexe, de la drogue, de la violence, etc. Vous croyez vraiment c'est un Ces peu. ingrédients y arrivent. Même à Hollywood, ça arrive. Ça arrive. Visiblement, j'y viens, je finis. Donc, et puis, il faut savoir aussi que Hollywood, quand même, le prix moyen d'un film, c'est 10 000 €, alors que dans les productions américaines, on a 60 millions d'euros, etc. Donc, même si ça arrive, c'est en train d'arriver parce que c'est ça. Pour que ça soit attractif, il va falloir y mettre des ingrédients, comme on l'a fait avec des musiques, etc. Ce qu'on appelle la world music, ça qui a permis la découverte et qui, au travers de passages obligés de la world music, a permis de découvrir la musique traditionnelle africaine, etc. Il y aura effectivement un peu un cheminement un peu obligé. Vous êtes en train de me dire vous êtes en train de me dire avec les Meloli qu'ils sont obligés de passer par ces thèmes que vous venez d'expliquer, que vous venez d'exposer, pour réussir. Il faut mettre un peu d'épices dedans, d'ingrédients, mais ça c'est une question d'offre et de demande. Voilà, qu'est-ce que veulent regarder les gens? Les gens veulent. Monsieur, vous exagérez un peu. Ou alors plutôt, Adisseni, vous exagérez un peu. Il exagère. Hollywood n'est pas que du sexe et du fric quand même. Non, attendez. Il y a eu quand même de sacrés chefs-d'œuvre. J'ai eu un carton. Regardez le box-office. Mais messieurs, regardez le box-office. Moi, je suis cinéphile. Hollywood n'est pas que du sexe et du fric. Quel a été le budget d'Iron Man 3? Iron Man 3, j'ai dit, mais attendez, arrêtez. Mais Adil, on ne vit pas dans la même planète. Moi, quand j'entends les gens parler tout, me disant c'est un film, de l'action et tout ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, le cinéma d'Hollywood, c'est pas l'action, c'est plutôt la culture de. Il y a des ingrédients. C'est des ingrédients. Donc il faudra. Non, mais on ne peut pas exclure pour le succès international. Il faut pas tomber dans le travers, mais Bollywood a intégré dans ses productions un peu de la matrice internationale, entre guillemets. Quelques ingrédients. Ben alors comment expliquer aujourd'hui, effectivement, c'est les épices qu'il faut remonter la sauce. Pourra-t-on voir un jour, Louis Comayou, une grande production de Nollywood à Cannes, dans le cadre du festival? Moi, je continue de penser qu'il est important qu'un arbre, pour pousser, enfonce suffisamment ses racines dans le sol où il est. S'il monte trop sans que les racines soient sur un arbre, c'est très important. Et c'est pareil pour le cinéma. Si le cinéma africain aujourd'hui n'a pas de place dans les chaînes africaines, n'a pas de place dans les salles de cinéma africaines qui existent de moins en moins, je doute fort qu'il puisse avoir son succès à l'international. Même si dans le cas de Nollywood aujourd'hui, avec la... Oui, il y a un réel marché. Attendez, Adisseni, ensuite Akli Meloli, s'il vous plaît. La difficulté, c'est de garder cette spécificité africaine en intégrant tous ces fondamentaux occidentaux qui permettent tout simplement de vendre plus à travers le monde. Vous êtes en train de m'expliquer, de trouver l'équilibre que pour basculer et pour avoir la légitimité dans le cas du Festival de Cannes, il faut inclure ces ingrédients. Non, le rapport de force, Monsieur Farkan. Et Nollywood dans ce cas-là, à ce moment-là... Attendez, ne soyez pas caricatural. Je ne suis pas caricatural. Non, mais je finis. Je suis là... Non. Voilà, c'est Adil, là. Là, je vous laisse... Je vous laisse entre les droits, parce que je ne peux plus là. Je suis là pour qu'on comprenne. Permettez-moi, Monsieur Farkan, de comprendre. Moi, je partage l'analyse de Monsieur Cavailleux qui dit qu'il faudrait effectivement que nous développions les infrastructures cinématographiques en Afrique, parce qu'il y a un marché, il y a un public. Et c'est à travers ce marché, ce public, pour ne pas se dénaturer, justement, qu'ils vont émerger sur la scène internationale. Et aujourd'hui, ça change, comme la BRICS aussi change, et donc les Américains n'ont plus la suprématie sur tout, comme ils ne l'auront plus demain sur le cinéma. Mais encore une fois, en Afrique, on manque de salles. Il y a un public, il y a un marché, s'il y a un manque de moyens, il faut y réfléchir, il faut développer, et c'est à travers cette mise en place de moyens que nous permettrons d'avoir aussi des moyens financiers, de faire de meilleurs films, et d'avancer, et de conquérir le marché international, et de faire découvrir l'Afrique autrement. D'ailleurs, il y a quelques exemples sur Bollywood. Tout de suite, ça n'a pas explosé à l'international. Il y a d'abord eu 1, 2, 3 films avec une notoriété internationale qui ont ouvert la porte pour que. Quand j'allais en Algérie, moi j'allais voir les films indiens, ça chantait, ça dansait. C'était pas le Allez, messieurs, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la Nollywood Week. T'as pas dansé, toi, sur le Bollywood? Et vous devez être au courant, la Nollywood Week, la bonne nouvelle, messieurs, s'il vous plaît. La Nollywood Week à Paris du 30 mai au 2 juin, c'est cette année. Pour la première fois à Paris sera organisé un festival de cinéma nigérian, la Nollywood Week. À suivre. Effectivement, c'est la première fois. Tant mieux. Et là, c'est la diaspora qui entre en jeu. Absolument. Cette diaspora qui commence à beaucoup s'abonner aux films de Nollywood, Nollywood TV. Oui, et que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est le vecteur. Voilà, oui. En tout cas, on va suivre ici, dans Ça fait débat, on suivra ça de très près. Allez, on va recevoir notre invitée. C'est une artiste engagée. Elle s'appelle Gassanji. On va la recevoir. C'est elle, n'est-ce pas? Tout de suite, Gassanji, pardon. Merci, messieurs. Louis Comayou. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Merci à vous. Aziz Seni, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, j'aime bien. Ça vient ouais, ça vient, oui. Vous avez vu le lapsus tout de suite, là? J'aime bien. Je n'y pense pas. C'est le Barack Obama. C'est le Barack Obama. C'est le Barack Obama local. Du parti de Borloo, il y a un phénomène. Non, pardonnez-moi. Exactement. À l'élection municipale à Creil, vous vous présentez en Picardie. C'est bien ça? On vous souhaite bon courage, en tout cas, Aziz Seni. Bon courage. Mais d'ici là, de toute façon, on vous reviendra absolument ici même dans Ça fait débat. Très avisé, là. Et vous êtes entrepreneur. Et puis à ses côtés, Akli Melouli, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne. Et puis il est aussi entrepreneur, il me semble. Non? Oui, vous êtes un acteur politique. Consultant, absolument. J'espère que j'étais moins grande gueule. Je sais qu'en ce moment, c'est pas très bien de le dire, mais il est au Parti Socialiste. Exactement. Je l'assume. Ceci dit, allez. Et moi, je suis un conseil, ne va pas t'emmêler les crayons. Gassan-J, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans Ça fait débat. Et bien pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, Ça fait débat comme chaque vendredi à 23h ici même. Vous pouvez commenter sur la page Facebook Ça fait débat. Et puis surtout sur Twitter, c'est FDébat. Attention, on reçoit aujourd'hui, ce soir même, ici dans Ça fait débat, une artiste engagée. Elle est originaire de Kinshasa, Congo. Elle est née là-bas d'ailleurs. Absolument. Bonsoir. Une artiste engagée, elle a eu le coup de cœur de l'Académie Charles Lecros et je suis ravi de la recevoir. Elle s'appelle Gassan-J. La voici. Mais avant de parler de vous, de votre album et puis de vous parler de votre engagement, je propose à tous celles et ceux qui nous regardent ce soir eh bien, de la découvrir. Regardez cela. Je tuerai le temps, arrêterai son élan, pour être à l'heure où m'appelle le bonheur. Je l'enterrerai dans les profondeurs pour effacer mes erreurs. Dans sa dernière demeure, j'y déposerai des fleurs. Je tuerai le temps. Je tuerai le temps. Je tuerai le temps. Gassan-J, c'est merveilleux. Vous avez eu tout d'abord, je vais commencer par cette première question. Le coup de cœur de l'Académie Charles Lecros. Oui. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Quel sentiment vous avez? Est-ce que c'est une fierté? Oui, complètement. Parce que c'est le premier album. C'est le premier album. Il est sorti il y a 1 mois. Donc c'est juste le fait de se dire qu'on est sur le bon chemin, que le travail qu'on a fait n'est pas vain. Ouais. C'est ce que ça représente pour vous, ce prix de l'Académie Charles Lecros? Pour me dire que je suis sur le bon chemin, parce que c'est des professionnels. Ce prix existe depuis les années 40, donc des gens comme Brel l'ont eu, Montand l'a eu. Donc il y a quand même quelque chose voilà, une reconnaissance. Alors Gassan-J, vous chantez à la fois en lingala, bien évidemment, mais aussi en français, en anglais, dans le cadre de ce premier album qui porte son nom. Pourquoi vous avez décidé de faire porter à votre premier album votre nom, Gassan-J? Parce que c'est mon premier album, c'est ma présentation, c'est mon histoire. Je crois qu'il n'aurait pas pu avoir un autre nom, parce que c'est moi, je me présente, c'est un passeport. Donc alors c'est un passeport, parlons-en justement. Gassan-J, 11 morceaux qui vacillent entre chansons françaises, rumba congolaise, puisque vous êtes origine de la République démocratique du Congo, Kinshasa, jazz et folk. Vous livrez à la fois de l'amour, mais aussi une musique qui parfois... Alors, je sais pas, j'ai même presque du mal à vous caser dans un registre. Ben, c'est ça le but. Incasable. Incasable. Pourquoi ça a été aussi une volonté de votre part, c'est une volonté Gassan-J? parce que je me positionne vraiment en tant que citoyenne du monde déjà, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de gens, et je suis issue de cette génération-là où on est mixé naturellement. Donc c'est ça aussi ce disque. Mais tout de même, attention, vous avez dit que vous êtes citoyenne du monde et vous vous êtes posé quand même la question, Gassan-J. Vous vous êtes dit, je ne me pose pas la question en quelle langue chanter. Ouais. Et pourtant, on retrouve les 3 langues. Oui, mais parce que tout ça aussi, il y a un sort de... Quelqu'un vous a convaincu? Non, du tout. Ça vient tout naturellement. C'est qu'il y a des chansons qui sont par exemple en français, je n'aurais jamais pu trouver les mots en lingala, ou vice-versa. C'est vraiment l'inspiration. Mais comment vous allez puiser, chercher cette énergie? Parce qu'à la fois, moi j'ai écouté attentivement votre album, vraiment. Oui. Et j'ai remarqué une chose, c'est que
Alors, vous racontez des choses que vous avez vécues aussi, notamment. Oui, oui. Mais à la fois, on se pose cette première question, c'est comment vous exprimez, à travers cet album, tout ce qui vous habite ? Est-ce que c'est venu, vraiment, je vous pose la question de façon très directe. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à un moment où c'était très naturel chez vous ? Non, c'est vraiment naturel, parce que je me dis toujours que chaque chanson qui est arrivée, chaque mélodie, c'est comme un cadeau. Parce que chaque fois que j'écrivais une chanson de cet album-là, je ne savais pas si j'allais réécrire une autre chanson quand une se terminait. Donc chaque fois, c'était un miracle. Donc les paroles viennent naturellement. Vraiment, les paroles viennent naturellement, les mots, mais il y a un travail quand même. Mais c'est un don, ça, on ne peut pas venir naturellement comme ça. Évidemment, évidemment, il y a un don qu'il faut évidemment travailler. Parce que ça ne s'entretient pas comme ça, mais c'est un don, ça c'est sûr. Alors ce don, il vient j'imagine, l'entourage familial par exemple. Est-ce que une de vos grands-mères, vos parents on est mélomane venant du Congo, on est mélomane par nature. Mais moi, la musique, ça n'a jamais été un métier que je devais faire, parce que mes parents se sont opposés très très longtemps à ce que je le fasse. Mais la musique nous nourrit. Moi, je suis Pendé, de la région du Bandundu. Donc nous, la musique, on enterre nos morts en musique, on fête nos naissances en musique, on appelle la pluie en musique. Donc la musique fait partie de nous. Et en même temps, vous dites, Kazandji, j'ai envie de créer du lien et des valeurs humaines à travers ce que je chante. Exactement, parce que quand j'ai commencé à me dire, ok, j'ai envie de faire ce métier et délivrer une parole, il fallait que cette parole-là ait un sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me mets devant des personnes et que je dis quelque chose, je ne peux pas le dire pour rien. Mais il y a un objectif alors derrière. Oui, il y a un objectif. C'est quoi votre objectif? Créer du lien. Kazandji. Créer du lien. Créer du lien. Quel lien? Le lien social, le lien social, le lien entre êtres humains. Le lien entre des gens que je rencontre, que je ne connais pas, que je ne vais peut-être voir qu'une fois dans ma vie. Et c'est ça, parce que ça, parfois, ça peut sauver des vies. Parfois un mot, parfois un regard, c'est ça. Parce que vous trouvez aujourd'hui que cette communauté est divisée ? Ah ben complètement. On nous demande de nous intégrer dans une société qui est complètement désintégrée. Comment voulez-vous que les choses marchent ? C'est ce qui a poussé chez vous de faire cet album totalement engagé? Oui, complètement. Enfin, je dirais même pas engagé, parce que je me dis, je suis naturellement engagée parce que je suis une citoyenne. Donc je fais partie de ce monde-là. Si je ne m'engage pas, alors, à quoi ça sert? On va vous découvrir tout à l'heure dans un second extrait tout à l'heure, mais avant, j'aimerais vous poser cette question. Rappelons tout de même que lors de l'édition 2010 des Francopholies, vous avez enflammé La Rochelle. Oui. Et en même temps, vous êtes une véritable bête. J'ai vu les vidéos sur YouTube, Dailymotion, une véritable bête de scène qui séduit. Je crois c'est quoi? C'est votre générosité qui fait que vous êtes comme ça sur scène? Oui, voilà. Il faut que quand je suis sur scène, il faut que je donne tout. Et c'est pas évident parce qu'on se met aussi à nu et puis on prend aussi des risques. Mais à un moment donné, quand on choisit ça, il faut aussi l'assumer. Je crois que c'est ça. J'ai vu que vous avez travaillé avec IAM, MC Solar et beaucoup d'autres. Oui. Vous êtes toujours en contact avec eux? Solar, IAM, non. Non? Moins, parce que ça fait un longtemps quand même. Ça vous a permis de grandir? Oui, c'est les expériences qui font qu'on apprend, parce que ce métier, c'est beaucoup, on apprend jusqu'à la fin presque. C'est ça qui est aussi enrichissant. Donc c'est eux qui ont fait aussi que mon expérience soit riche. Alors je suis curieux, mais vous ne l'avez pas dit, Kazandji, ça veut dire aussi qui signifie celle qui éveille les consciences. Oui. C'est vraiment le cas pour vous? Celle qui éveille les consciences? C'est les gens de me le dire, alors je ne sais pas si je dois m'auto-analyser sur ça. Allez, tout de suite je vous propose, on va parler de son engagement, parce que c'est une artiste engagée, vous allez comprendre pourquoi, mais avant tout, je vous propose tout de suite ce second extrait de ce premier album, 11 morceaux. Regardons.
Gassanji, c'est notre invité et c'est son premier album. On peut être fier puisqu'en tout cas c'est un bel album, l'album éponyme de Gassanji qui est plus qu'une carte de visite d'ailleurs. Hein. Ah bon? C'est au-delà d'une carte de visite, c'est une pièce d'identité. Ah oui. C'est ça? Oui, c'est vraiment ça. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Ah non, non, vous ne trompez pas, vous êtes sur la bonne voie. Une voix profonde et sincère, et effectivement, qui éveille, vous l'avez dit tout à l'heure, l'envie de découvrir certaines choses et de plonger dans un univers qui est le vôtre. Oui. Alors parlons de votre engagement, puisqu'il y a une association qui s'intitule Save the Congo, de jeunes Congolais qui luttent à l'étranger pour faire entendre leur voix à la communauté internationale au sujet de la guerre et des viols, et les viols au sud de Kivu. Oui. C'est vrai qu'on en a parlé ici dans Ça fait débat. On avait reçu la ministre française Yamina Benguigui qui avait plus particulièrement alerté et puis sensibilisé la chose. Pourquoi vous avez décidé de prêter votre nom, d'accompagner cette association ? Parce que c'est une association déjà faite par des jeunes qui sont, par rapport à cette guerre du Kivu, qui sont touchés personnellement. Et c'est des jeunes qui sont de ma génération. Et moi, quand j'ai vu ces jeunes de ma génération qui ont une conscience politique, sociale à ce point-là, et quand je vois cette génération, en fait, des anciens qui sont là depuis 30 ans en politique ou qui sont dans le social, je me suis dit, waouh, quoi, il y a un espoir. Et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il fallait inapte, il fallait que je fasse quelque chose et que je les accompagne. Parce que je crois que dans ma musique, pour moi, la musique, c'est vraiment comme une excuse, justement, d'avoir une parole. Parce que tout le monde n'a pas la chance de parler, de venir avoir une tribune. Donc, avoir la parole, c'est une caisse de résonance. Voilà, exactement. Il faut vraiment que ça serve à quelque chose. Sinon, c'est pas la peine. Vous pensez que des artistes comme vous ont leur poids, justement, qui pèse dans le cadre de ces associations? Oui, parce que nous... Pour faire entendre, justement, ce que vous disiez, votre voix. On est au fait, quand même, de tout ce qui se passe. On est en lien direct avec les gens. C'est-à-dire que quand on va faire des concerts, on voit les gens. Et les choses, aujourd'hui, en Afrique ou ailleurs, ça ne fait que bouger. Vous avez le sentiment qu'il est perçu, le message, Gassanji? Le message, vraiment il est perçu, mais il est long. Évidemment, il faut que ça mûrisse dans la tête des gens. Non, mais quand vous vous adressez à votre public, est-ce que vous avez le sentiment, vous avez l'impression qu'il est à l'écoute? Ah oui, mais complètement. Parlons-en, vraiment. Il est plus à l'écoute qu'un homme politique à qui on va donner sa confiance parce qu'on va voter pour lui et qui demain va changer parce qu'il a d'autres pressions. Ça sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un artiste est plus écouté qu'un homme, une personnalité politique? Je crois que oui, parce qu'il y a la sensibilité. Mais la personnalité politique a aussi une sensibilité. Oui, mais la personnalité politique est aussi une girouette. C'est-à-dire que lui, il va dire quelque chose aujourd'hui, même s'il a envie de le faire, il a une pression extérieure parce qu'il y a des contrats géopolitiques qui vont faire que demain, il va peut-être pas faire ce qu'il a dit. Et là, quand même, aujourd'hui, on a une baisse de confiance dans nos hommes politiques, ceux qui nous dirigent. Ça, c'est quelque chose de vachement clair. Vous vouliez, il me semble-t-il, parler de quelques artistes congolais, justement, qui accompagnent tout cela? Oui, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui luttent directement dans nos pays pour que les jeunes, aujourd'hui, aient l'espoir qu'il y a quelque chose à faire. Surtout qu'il n'y a pas quelque chose à faire toujours en Europe. Je crois que vous le connaissez, le réalisateur de Viva Riva. Le réalisateur de Viva Riva qui a fait un film en Afrique. Effectivement, un film extraordinaire. Africain, oui, avec des acteurs africains. Absolument. Et ça, c'est juste... Et puis Cédric Nzolo, oui, qui est designer. Qui est designer aussi en Afrique. Et c'est des gens qui luttent directement là-bas. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que c'est pas évident. Donc vous restez quand même en lien avec toutes ces personnalités. Oui, allez, Gassanji, artiste engagée, mais elle va subir aussi le 5 questions en 10 secondes. Vous connaissez? Ah non. Vous allez pouvoir découvrir ça. Eh oui. Allez, c'est parti. Gassanji, qu'on représente pour vous l'Afrique? Tout. L'Afrique, quelle priorité? L'éducation. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? En un mot, ça va très vite. La faim. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Pas pour aujourd'hui. Et enfin, pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel message vous voulez délivrer? Il faut dire ce qu'on pense, il faut faire ce qu'on veut. Il faut être libre. Vraiment. Vous vouliez peut-être passer aussi un message à votre famille? Ah oui, je veux dire à ma famille que je suis là. Je suis loin, mais je suis là. Et tout ce qui nous regarde en Afrique, oh, on a Lingui Bino. Absolument. Gassanji, son premier album, 11 morceaux qui vacillent entre chansons françaises, rumba congolaise, jazz et folk. Elle s'appelle Gassanji. On lui souhaite un joli succès.
Vraiment, c'est un bel album que je vous invite à aller découvrir. Merci à vous. Merci. On va peut-être, je ne sais pas si... je voulais dire aussi pour les Parisiens, je suis en concert le 5 juin. Oui, exact, oui, absolument, absolument. Aux Trois Baudets. Mais il faut le dire, puisqu'on est très regardé ici dans l'Hexagone en France. Voilà, exactement. Comme en Afrique, mais absolument. Donc rappelons la date. Le 5 juin aux Trois Baudets, venez fêter avec nous la sortie de l'album. On y sera, exactement. Je ne sais pas si notre réalisateur va pouvoir proposer un petit extrait. Et puis je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine avec autant de plaisir. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je tuerai le temps, arrêterai son élan, pour être à l'heure où m'appelle le bonheur. Je l'enterrerai dans les profondeurs pour effacer mes erreurs. Dans sa dernière demeure, j'y déposerai des fleurs.